Salut à tous, donc dans la dernière vidéo, on a parlé du profilage physiologique, comment est-ce qu'on faisait un test avec Moxy pour déterminer quels sont les facteurs limitants physiologiques d'un athlète. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder particulièrement sur un type d'athlète, les athlètes limités au niveau cardiovasculaire, d'accord? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un athlète limité au niveau cardiovasculaire? Donc, première chose, c'est un athlète qui a une bonne utilisation de l'oxygène, une bonne densité mitochondriale, une bonne endurance musculaire au niveau local, donc un système musculaire développé avec une bonne densité mitochondriale et une capacité à utiliser l'oxygène élevée. Mais une puissance de sortie au niveau cardiovasculaire qui est limitée. Donc c'est le facteur limitant de cet athlète-là, ce n'est pas le système musculaire ni le système respiratoire. Le premier système qui faille, entre guillemets, c'est le système cardiaque. Un système cardiovasculaire pas assez développé, ça correspond à tout simplement un volume d'éjection systolique trop faible. Donc le volume d'éjection systolique, c'est le volume de sang qui sort à chaque contraction du ventricule pour aller dans les artères et être diffusé ensuite au niveau des muscles moteurs. Donc évidemment, sur votre sortie cardiaque, il y a deux choses qui vont définir votre puissance de sortie cardiaque. Votre fréquence cardiaque maximale. Donc ça, évidemment, vous ne la contrôlez pas et ce n'est pas entraînable. C'est quelque chose qui est pas héréditaire, mais on va dire qui est fixe et qui n'est pas entraînable. Par contre, ce qui est entraînable, et qui répond à l'entraînement, c'est votre volume d'éjection systolique, donc le volume de sang qui sort à chaque contraction vers les artères et vers les muscles moteurs. Ensuite, la capacité du système vasculaire et cardiovasculaire à diriger le sang et à vaincre les blocages mécaniques dus à la tension musculaire. Donc, par exemple, un athlète limité au niveau cardiaque, son système vasculaire va avoir du mal à livrer le sang vers le muscle moteur et avoir du mal à donc passer et vaincre les blocages mécaniques au niveau des artères et au niveau des veines dû à la tension musculaire. Donc si on prend l'équation de Fick de la VO2 max, évidemment un athlète limité cardiaque va devoir plutôt s'attarder sur la partie QC de l'équation, donc fréquence cardiaque et volume d'éjection systolique particulièrement, étant donné que son utilisation de l'oxygène est bonne, d'accord ? Donc sur des efforts maximaux, l'athlète limité au niveau cardiaque va avoir tendance à compenser sur son système musculaire et sur sa capacité à utiliser l'oxygène qui est plus développée, d'accord ? Et à souvent sentir une sensation de pump assez rapidement qui est due à sa capacité à utiliser l'oxygène très vite, mais son incapacité entre guillemets à livrer l'oxygène, d'accord ? Donc on a un déficit entre la balance livraison et utilisation de l'oxygène, et la livraison est plus faible due à un système cardiaque moins développé. Et aussi à des compressions mécaniques fortes dues à un haut niveau de tension musculaire. Donc c'est une des particularités de pas mal d'athlètes limités au niveau cardiaque. Et du coup, on a tendance à avoir des occlusions vénales et donc le sang a du mal à sortir du muscle. D'accord ? Donc d'où cette sensation de pump. Donc que cherche-t-on à faire sur ce type d'athlète ? Premièrement, développer la capacité à oxygéner les muscles moteurs et périphériques et améliorer son hémodynamique. Donc l'hémodynamique, c'est tout simplement la capacité d'envoyer le sang d'un muscle moteur à un autre en fonction des exercices et des exercices qui sollicitent plusieurs membres. Donc augmenter la circulation périphérique, augmenter le volume de plasma. Donc évidemment, si vous avez aussi des athlètes limités au niveau vasculaire qui ont un volume de plasma assez limité pour irriguer les organes vitaux et les muscles moteurs. D'où des fois on voit sur des tests Moxy des athlètes limités au niveau cardiaque avec un taux de THB, donc un volume de sang dans le muscle qui reste linéaire. Augmenter le volume d'éjection systolique, évidemment chaque contraction de cœur, augmenter le volume de sang oxygéné qui sort et réduire un petit peu la tension systémique et la relation de tension-longueur au niveau nerveux. Donc je vais vous montrer une courbe d'un athlète limité au niveau cardiaque ici. Donc ici on a un test 5.1, 5.15 fait sur Assobike avec Moxy. Donc ici ce qu'on peut voir sur un athlète limité au niveau cardiaque, c'est tout de suite, donc là on a les premières intensités, zone 1 et 2 où on a le taux de SMO2, donc de saturation d'oxygène qui augmente. Et ensuite, on arrive très vite sur la zone 3. La zone 3, ça correspond à l'utilisation d'oxygène et la livraison sont à parts égales. Donc, on a une demande, donc on a une utilisation de l'oxygène, une certaine intensité, une utilisation de l'oxygène. Et c'est la zone où le système cardiaque arrive encore
à répondre à cette utilisation et à envoyer assez de sang pour que le taux d'SMO2 reste linéaire, donc que la livraison et l'utilisation soient égales. Ensuite, on a les zones 4 et 5 où on a une désaturation plus ou moins progressive en fonction de l'intensité. Ce que vous pouvez remarquer sur un athlète limité au niveau cardiaque, c'est tout au long du test, on a un taux de volume de sang qui reste linéaire, donc une incapacité à livrer en sang oxygéné, peu importe l'intensité. D'accord ? Ensuite, on a aussi, donc, des fois on peut avoir sur des athlètes limités au niveau cardiaque, pendant les temps de travail, le THB qui monte, et on retrouve ça aussi chez les athlètes limités au niveau respiratoire, donc qui ont un bon système cardiaque. Mais la différence entre les deux, c'est, regardez ici, sur les temps de repos. Donc dès que l'athlète limité au niveau cardiovasculaire va arrêter son effort, on va avoir le taux de sang, de THB, qui va descendre, ce qui veut dire qu'il relâche la tension et le sang va sortir du muscle, car il n'y a plus de tension et plus d'occlusion vénale. Donc ça, c'est une autre particularité de l'athlète limité au niveau cardiaque. Donc les types d'entraînement qu'on va chercher à faire sur ce type d'athlète, ça va être surtout donc, ce qu'on va favoriser de la désaturation progressive, donc ça correspond à faire des intervalles avec une augmentation de l'intensité au fur et à mesure. Donc l'augmentation de l'intensité peut être dans l'intervalle ou au fur et à mesure des intervalles ou de manière prolongée, c'est-à-dire sur un temps de travail continu, on va commencer une intensité faible et augmenter au fur et à mesure jusqu'à finir en zone 5 ou 6. Donc pourquoi on va chercher à faire une désaturation progressive ? Donc on l'a dit tout à l'heure, un athlète limité au niveau cardiovasculaire va avoir tendance à tout de suite compenser sur son système musculaire car il est très bon pour utiliser l'oxygène. Donc si on le fait partir à une intensité proche des intensités maximales directement, il va avoir tendance à tout de suite utiliser l'oxygène très rapidement et rester dans un milieu musculaire très pauvre en oxygène parce que c'est ce qu'il sait faire le mieux. Évidemment, c'est un mécanisme inconscient. Donc, le fait de faire de manière progressive, c'est que la désaturation, au lieu de se faire d'un coup, elle va se faire de manière progressive et son système cardiaque va, à chaque augmentation d'intensité, essayer de répondre par une augmentation du volume d'éjection systolique ou de la fréquence cardiaque ou et du coup essayer d'amener plus de sang oxygéné et du coup on va créer un lag au niveau cardiaque et le stimulus cardiaque sera total. D'accord ? Donc ce qu'on peut faire c'est, j'ai dit désaturation progressive de manière prolongée, intervalle à intensité zone 4 ou 5 mais de manière court, avec des temps de repos courts. Un travail d'oxygénation, donc un travail structurel dans la zone 2, d'accord ? Et un travail d'endurance de vitesse-force. Parce que les athlètes limités au niveau cardiaque, ils ont souvent beaucoup de tension. Et si on prend leur pourcentage, donc si on prend leur 1RM et on prend les pourcentages, les normes, c'est que souvent lorsqu'on est entre 0 et 30% de 1RM, donc si on prend le front squat par exemple, donc de 0 à 30% de contraction volontaire, on a ce qu'on appelle un effet de compression sur la contraction musculaire, ça c'est les valeurs normées. Donc on a le sang qui sort pendant la contraction et qui revient vite. Et de 30% à 70%, on a une occlusion vénale. Donc c'est-à-dire que lors des contractions musculaires, on a le sang qui va rester dans le muscle car la compression mécanique va faire que les veines vont être sous occlusion. Et au-delà de 70%, une occlusion artérielle, c'est-à-dire une compression mécanique et des artères qui sont sous occlusion et qui n'arrivent pas à livrer le sang autant. Les athlètes limités au niveau cardiaque, ils ont souvent une occlusion vénale et artérielle qui arrive tôt dans leur pourcentage, qui arrive dans des pourcentages bas. C'est-à-dire que même s'ils sont très forts, étant donné qu'ils ont beaucoup de tension systémique, ils peuvent être sous occlusion vénale à 15-20%. Donc même s'ils ont beaucoup de force, ils peuvent être handicapés sur des WOD, des Metcon de type CrossFit avec des thrusters, même à 40 kg, si ils arrivent à une occlusion vénale assez bas dans leur pourcentage de contraction volontaire. Donc un travail d'endurance vitesse-force, de manière à ce que leur pourcentage de contraction volontaire où arrive l'occlusion vénale soit plus haut. Donc faire en sorte que ça monte à 50-60% de leur 1RM ou de leur pourcentage de contraction volontaire. Là, on a donc les zones de travail. Donc on a vu tout à l'heure dans la courbe, dans le graphique du test MOXIE, on avait vu donc en fonction de la réponse de SMO2, on avait zoné. Donc là, à 225 watts sur les deux premiers intervalles, on était sur la zone 1 et 2, puis ensuite on passait rapidement sur la zone 3, donc là où le SMO2 reste linéaire, l'utilisation et la livraison sont égales, et puis ensuite sur les zones 4 et 5, à entre 275 et 325 watts, 325 375 watts zone 5, et
au-delà, la zone 6, on a les wattages, puisque le test est fait sur un SoBike, et la fréquence cardiaque pour chaque zone si l'entraînement est fait sur d'autres modalités que la SoBike. Donc étant donné que le test est fait sur un SoBike, le zonage avec fréquence cardiaque permet de, si l'entraînement est fait sur d'autres modalités, le zonage ici avec fréquence cardiaque va permettre de rester dans les zones de travail voulues en fonction de la tendance du SMO2. Donc là on a les zones de travail. Donc l'athlète au niveau cardiaque, on avait dit tout à l'heure, on va chercher à faire du travail de zone 2. Donc le travail de zone 2 pour les athlètes limités au niveau cardiaque, ça va être l'équivalent d'un accessory sur du squat. Donc par exemple, si vous faites un 3x3 au squat et que après vous faites un renfo GHD curl ou leg curl ou renfo ischio ou gainage, etc. ou chaîne quadriceps, le travail de zone 2, ça va être l'équivalent de ce renfo. C'est-à-dire, le but, ça va être de créer des adaptations structurelles au niveau de la circulation sanguine, de la recharge cardiaque, au niveau de la capillarisation, etc., densité mitochondriale, etc. Donc le travail de zone 2, c'est un peu l'équivalent d'un renfo sur du squat. Le travail de zone 3, c'est le travail où l'utilisation et la livraison d'oxygène sont égales, donc c'est un travail d'endurance structurelle. Et c'est là où on va vraiment avoir un travail sur le facteur limitant. Étant donné que la livraison et l'utilisation est égale, on n'a pas encore de mécanisme de compensation, donc l'athlète ne va pas encore compenser sur son système musculaire et sa capacité à utiliser l'oxygène. Du coup, on a un stimuli directement au niveau cardiaque avec des adaptations structurelles, une augmentation du volume de plasma, une augmentation du seuil lactique et de la circulation périphérique, etc. Le travail de zone 4 et 5, c'est du travail de endurance fonctionnelle. Donc on a une désaturation plus ou moins progressive en fonction de l'intensité. Et ce travail-là va vraiment stimuler le volume d'éjection systolique. Donc c'est ce qu'on recherche à faire sur ces athlètes-là. Donc là, le travail de zone 4 et 5, c'est l'équivalent sur la séance de squat du 3x3. D'accord ? On avait dit le travail de zone 2, c'est le renfo. Et bien là, le travail de zone 4 et 5, c'est le 3x3. D'accord ? Vraiment le travail fonctionnel. Donc on a une hypertrophie des fibres lentes en zone 4, une augmentation du volume de plasma, de l'état stable de lactatémie, même chose pour la zone 5, une augmentation de la VO2 max, de la capillarisation, volume d'éjection systolique, etc. Le travail de zone 6 et 7, chez ces athlètes-là, on ne va pas trop le favoriser, on va le faire proche de compétition évidemment, pour donner un stimuli de haute intensité, mais il est assez développé en règle générale sur ces zones-là. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une semaine type d'un athlète limité au niveau cardiaque, comment je structure la semaine et comment on va venir répartir le travail en fonction des zones de travail et en fonction du moment de la saison. Donc là, on est typiquement sur un travail de saison off, entre guillemets, pas de compétition à venir encore, ou encore assez éloigné. Donc là, le lundi, on a un travail de force, strict press, bench press le matin, et puis alors l'après-midi, donc après ça c'est selon la préférence de l'athlète, s'il préfère faire le travail de filière énergétique le matin ou l'après-midi. Un travail de zone 3, zone 5. Donc ça, c'est mon format préféré pour les athlètes limités au niveau cardiaque. Le format zone 3, zone 5, en fait, on va faire un certain nombre de répétitions de 30 secondes en zone 5 et 60 secondes en zone 3. Alors là, je l'ai fait sur la SoBike. On va commencer par faire une progression. Donc on va faire d'abord des intervalles de 6 répétitions avec 2 blocs et 5 minutes entre les blocs. Donc là, le travail de zone 3, zone 5, donc sur le travail, sur les 30 secondes en zone 5, donc là, pour cet athlète-là, au niveau du test MOXIe, la zone 5, ça correspond entre 375 et 425 watts. Donc il va venir désaturer, être assez bas. Et ensuite, sur la zone 3, comme on l'a dit tout à l'heure, la zone 3, c'est la zone où la livraison et l'utilisation de l'oxygène sont égales. Donc sur les 30 secondes en zone 5, il a désaturé. Et sur la zone 3, il va rester sur quelque chose de linéaire, vu que l'utilisation et la livraison sont égales. Donc on va rester sur une saturation musculaire à l'oxygène qui est basse, qui ne va pas remonter, mais qui est soutenable. D'accord ? Pour ensuite repartir sur 30 secondes en zone 5, ensuite 60 secondes en zone 3, etc. Donc là, les 60 secondes en zone 3, elles sont très importantes. Il faut réussir à les tenir, quitte à baisser un petit peu l'intensité sur la zone 5. Le but ici, ça va être de avoir, donc les 60 secondes en zone 3, ça va permettre d'accumuler un volume avec une saturation musculaire basse, donc une fréquence cardiaque haute, pendant longtemps, de manière soutenable. Donc par exemple, si ici, on le fait faire 90 secondes, donc là, sur 6 répétitions, on a un total de, si je ne dis pas de bêtises, 6 minutes, 7, 30, on a 9 minutes de travail. Évidemment, cet athlète-là, il ne peut pas tenir 9 minutes en zone 5. Donc il ne peut pas tenir
9 minutes à plus de 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Par contre, sur ce travail-là, étant donné que la zone 3 elle est soutenable et on vient rajouter un volume dessus, il va rester sur des temps prolongés, 9 minutes, 12 minutes, sur une fréquence cardiaque très haute et une saturation musculaire à l'oxygène basse. Donc le stimulus cardiaque va être très haut. Donc, ici, en fait, l'athlète ne va pas forcément compenser sur son système musculaire, puisque les 60 secondes en zone 3 ne vont pas être très très intenses et sont soutenables. Donc ici, l'intérêt du travail, c'est d'avoir une fréquence cardiaque élevée et une saturation musculaire à oxygène basse et une fréquence cardiaque élevée pendant un temps assez prolongé. Ce temps-là de travail ne serait pas tenable si on faisait que de la zone 5 ou que de la zone 4. Ensuite, on va rajouter 20 minutes en zone 2. Évidemment, le but, c'est d'accumuler du volume en zone 2. Là, la progression, on va faire une progression sur le volume en zone 2. Et sur le travail de zone 3, zone 5, on va faire une progression sur l'intensité. Donc, dans un premier temps, les 2-3 premières semaines, on va augmenter le nombre de répétitions d'intervalles, le nombre d'intervalles, et ensuite augmenter l'intensité au niveau du travail en zone 5 et en zone 3. Ensuite, le mardi, on va avoir du travail de zone 3 avec des mouvements spécifiques au sport. Donc, on va lui demander de mettre une ceinture cardio ou tout simplement fixer des intensités spécifiques et on va coupler un mouvement bas du corps et des mouvements haut du corps pour entraîner sa capacité à redistribuer le sang, donc améliorer son hémodynamique. Donc là, on a un EMOM 10 minutes avec du rameur à la vitesse 30 minutes, donc ça correspond plus ou moins à la zone 3, ou alors on lui met une ceinture cardio, on lui demande de rester en zone 3. Donc la fréquence cardiaque associée à la zone 3. Un round de Cindy, donc là, des mouvements haut du corps, rameur bas du corps, des mouvements haut du corps avec une tension basse, de manière à ce qu'il puisse amener du sang dans la zone. Et on va répéter ça avec un changement sur l'ergo et un changement sur le travail. Donc là, on a des wall ball ski, ensuite assaut bike en zone 3 en fonction du test MOXIE et HSPU pull-up. Ensuite, le mercredi, on va faire un metcon spécifique au sport et ensuite rajouter du volume sur la zone 2, d'accord ? Donc 30 minutes en zone 2, run, ski, bike. Ensuite, jour de repos. Et ensuite, le vendredi, on va avoir une simulation au sport, donc un metcon spécifique dans des conditions spécifiques au sport et rajouter encore du volume sur de la zone 2. Et ensuite, on va avoir du travail de zone 4 le samedi avec une progression sur le 5 km/h. Donc cet athlète-là, je lui fais faire un 5 km, une progression de plusieurs semaines. Et la progression va vraiment faire un format qui va stimuler sa limitation à lui. Donc ici, on a du travail de court. Donc 500 mètres row à moins de 2 secondes aux 500 mètres que sa vitesse au 5 km. Mais le moins de 2 secondes aux 500 mètres, ça va être une moyenne. Donc on va lui demander de faire une désaturation progressive. Donc il va commencer. Donc là, sa vitesse à lui sur le test 5 km, c'est 1,55 sur le premier test. Et là, on va lui demander de commencer l'intervalle à 1,58 et accélérer de 2 secondes aux 500 mètres tous les 100 mètres. Donc 1,58, 1,56, 1,58, 1,56, 1,54, 1,52, 1,50. Okay, il va finir 5 secondes sous sa vitesse moyenne aux 500. Et en moyenne, du coup, ça va donner une moyenne qui est à peu près équivalente à sa vitesse aux 500 ou un peu plus rapide. Repos 30 secondes, repos court entre les intervalles, 12 répétitions. Et on va, sur la moitié, donner un peu plus de repos. Donc pourquoi un repos court ? Donc les athlètes limités au niveau cardiaque arrivent à désaturer assez vite. Et là, en fait, le fait de lui donner un repos assez court, ça va être de forcer son système à recharger rapidement en saturation musculaire à oxygène et donc augmenter sa capacité à oxygéner lorsqu'il est au repos. Et puis aussi garder une fréquence cardiaque haute. Donc si on place un temps de repos trop long, sa fréquence cardiaque va redescendre. Et ici, on veut qu'elle reste haute. Donc c'est pour ça qu'on fait des temps de repos courts avec des intensités soutenables. Donc des intervalles de 500 mètres avec la vitesse aux 5 km et pas aux 2 km. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.